Excuse-moi, j'ai la bande qui. Alors, au nom du comité EDI d'ICF Québec, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie d'avoir choisi d'être avec nous cet après-midi. Je me présente Chantal Fifatin, donc je co-préside le comité EDI aux côtés de Julie Gouin depuis déjà presque 2 ans. Et avec mes collègues du comité, j'ai le privilège de contribuer à créer des espaces comme celui-ci où notre communauté peut réfléchir, apprendre et évoluer ensemble. Puis l'idée de ce forum est née d'un regard porté sur une salle et d'une question qui est restée en suspens. Et on sait parfois il suffit d'un instant pour voir autrement. Et au dernier congrès, un membre de notre comité EDI a remarqué qu'une partie de notre diversité n'était pas encore au rendez-vous. Et donc, comme une lumière qui s'allume soudainement dans une pièce, ce constat simple a soulevé plusieurs questions. Donc, qui est présent? Qui ne l'est pas encore? Que nous dit cette image sur notre communauté et que souhaitons-nous transformer? Donc, ce forum, c'est un espace pour ouvrir la conversation, pour entendre les perspectives parfois peu visibles, un espace pour réfléchir ensemble à une communauté de coachs plus représentative du Québec d'aujourd'hui. Et donc, c'est une opportunité de partager les points de vue en toute transparence et en toute authenticité. Donc, merci à vous d'être parmi nous aujourd'hui. Quelques repères avant de commencer. La séance sera enregistrée. Le lien de l'enregistrement sera disponible prochainement. L'enregistrement aussi servira au comité EDI à réécouter les échanges pour capter fidèlement les idées et les pistes d'action qui vont émerger aujourd'hui. Tout au long de la rencontre, vous pouvez partager vos questions, commentaires dans le chat. Je serai la modératrice. Karim prendra le temps dédié pour les intégrer à la conversation. Puis à la fin du forum, il va y avoir un court sondage d'appréciation qui sera partagé dans le chat. Je vous invite fortement à le compléter pour nous transmettre vos impressions et suggestions. J'ai de la misère avec ce mot-là, désolée. Donc, merci pour votre présence et pour votre ouverture. Donc, je cède la parole à Karim pour lancer la conversation. À toi, Karim. Merci Chantal. On dit que si vous n'incluez pas de manière intentionnelle, eh bien vous finirez par exclure involontairement. Et c'est ce piège-là que ICF Québec veut éviter. On dit souvent que les données racontent une histoire. Tu as parlé du dernier congrès. Il y a un chiffre qui m'a frappé, 1 sur à peu près 200. C'était le nombre de coachs noirs dans la salle et devinez qui c'est? C'était moi. Pourtant, hein, c'est une édition qui était l'une des plus inclusives, tant dans ses intentions que dans sa programmation, très très riche. Mais ce chiffre rappelle que vouloir rassembler ne suffit pas toujours. Alors, est-ce que c'est un simple hasard ou le symptôme d'un enjeu de représentativité plus profond au sein de notre écosystème? Comment faire entendre le silence des absents? Comment le coaching peut-il réellement refléter la société qu'il aspire à servir? Quels sont collectivement nos angles morts? J'ai aujourd'hui donc le privilège et la grande responsabilité de guider cette conversation. Et pour y répondre, on a réuni un panel d'exception. Ce sont des leaders qui ne font pas que théoriser la diversité, ils la vivent, ils la bâtissent, ils l'incarnent au quotidien. On a Serge Ekedi qui est coach exécutif et leader national chez Humance. Bonjour Serge. Bonjour Karim, bonjour tout On le a monde. aussi, merci. On a aussi Cécile, coach exécutive et pionnière du leadership Ubuntu. Bonjour Cécile. Bonjour Karim et bonjour à tous les participants. Corinne Chrétien, elle est initiatrice du mouvement Coach en marche, coach exécutif elle aussi. Bonjour Corinne. Bonjour tout le monde. Madeleine Myrtil, elle est PDG du groupe 3737, qui est un organisme qui accompagne les entrepreneurs noirs. Bonjour Madeleine. Bonjour Karim, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Alors, qui est la seule à ne pas être coach. On va finir par Julie Gouin, qui est co-responsable du comité d'EDI ICF Québec, dont j'ai également l'honneur de faire partie. Bonjour Julie. Bonjour Karim, merci à tout le monde d'être là. Alors, dans les 90 prochaines minutes, on va faire ce qu'un coach fait, c'est-à-dire d'abord poser le cadre, on va nommer la réalité, comprendre les enjeux, ensuite essayer de tracer ensemble des pistes de solutions, d'actions concrètes. Alors, parce que c'est un forum qui va ressembler à une séance de coaching, en clôture aussi, on va accueillir une voix surprise.
C'est une personne qui viendra partager avec nous une réflexion personnelle ou un témoignage inspiré par nos échanges. Elle aura donc en quelque sorte carte blanche pour nous déposer ce qu'elle a envie. Euh, on vous invite aussi à participer au forum, comme Chantal a précisé. Donc, elle amplifiera vos contributions et puis on va ensemble tisser la conversation. On va commencer tout de suite par poser un cadre. Si je demandais à tout le monde, qu'est-ce qui vous a poussé à dire oui à cette conversation, en sachant que, évidemment, elle pourrait amener son lot d'inconfort. La preuve, le silence. Vous ne parlez pas tous en même temps. Parler? Je peux y aller, ouais. Allez, vas-y. On peut y aller chacun à notre tour, Jean-Pierre, si tu veux. Serge, je ne sais pas si tu... Allô? Oui, Serge, je te lance. Qu'est-ce qui t'a poussé à dire oui à cette conversation? alors je pense déjà à une première conversation qu'on a eue, toi et moi, Karim. Je pense qu'on se connaît depuis longtemps sur les médias sociaux. Puis en début d'année, on a une très, très belle rencontre qui m'a fait en fait réaliser que partager, c'est important et que je ne le faisais pas assez souvent. Donc, c'est mon point de départ. C'est un point premièrement de curiosité, puis je dirais, d'ouverture à qu'est-ce qui peut émerger de cette conversation-là. Mhm. Donc, encore une fois, merci de m'avoir permis d'être ici aujourd'hui, Karim. Merci, Serge. Tu peux y aller, Kat? Cécile? Moi, je vais y aller. Super. Euh, En fait, j'ai envie de répondre, je ne pouvais pas ne pas être là. Et devant aussi ta capacité à convaincre Karim, je n'ai pas su résister à ton invitation, mais au-delà de ça, je pense que l'enjeu de la représentativité est un enjeu qu'on devait de toutes les façons adresser, qu'on ne pouvait pas éviter dans la question de DI. Et voilà, je suis très heureuse de pouvoir participer à cette discussion, même si je me suis aussi questionnée Tu sur peux prendre la porte, maintenant? comment on va adresser un sujet aussi vaste de manière concise et de manière pertinente. Voilà, Alors, je merci. sais que j'ai affaire pour la plupart des coachs qui sont droit au but, qui vont droit au but, donc je compte sur vous pour une discussion ciselée dans le temps. Alors, Corinne, je me rappelle, dans cette salle-là, tu y étais et tu m'as dit, waouh, pas beaucoup de diversité dans cette salle. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Ben, c'est drôle parce que tantôt Chantal en parlait, puis je savais pas que c'est moi qui avais initié ce forum avec cette question que je t'ai posée. Ben, en fait, quand tu m'as invitée, je dirais comme ceci, j'ai comme pas pu dire non. Mon réflexe initial, c'était de me dire, moi, je suis qui pour venir parler de ça? Par contre, je pense que dans cette salle, j'ai un regard qui est très toujours orienté sur cette diversité, inclusion inconsciemment, puis c'est ça que tu m'as fait réaliser à ce moment-là. Et donc, mon réflexe initial quand tu m'as invité ici, c'est de te référer plein de coachs de mon réseau que tu pourrais inviter. Et finalement, ben, tu as continué à dire, ben non, c'est toi qui vas venir. Alors, je viens vraiment avec une grande posture d'humilité puis de curiosité de comment est-ce qu'on peut faire aussi pour incarner le DI puis avoir peut-être plus de conscience puis d'intentionnalité. Et puis, j'ai réalisé après coup que j'étais là, ben, moi, comme jeune coach exécutif depuis que j'ai 25 ans, je me suis rendu compte que je me sentais plus interpellée que je pensais par le sujet. Fait que merci. Bien sûr, on part d'une diversité qui est beaucoup plus grande, même si aujourd'hui le cadre est beaucoup plus restreint. Mais merci pour ton témoignage. Merci aussi d'avoir participé justement à la création de ce forum. Alors, Julie, Je ne vais pas prendre beaucoup plus de temps. En fait, pour moi, le constat, c'est que je ne suis pas la voix la plus importante dans la pièce et j'arrive avec énormément d'anticipation à la découverte, beaucoup d'écoute, de curiosité. Je suis tellement emballée par le mouvement qu'on a vu autour de ces questions, de cette question-là de représentativité qui est très près de mon cœur. Alors, je vais suivre la vague et apporter ma contribution là où elle est pertinente à mon nom, à moi, mais aussi au nom de DCF Québec.
Alors, l'humilité, elle est partagée. D'ailleurs, je précise à tous que on est tous la minorité ou la majorité de quelqu'un d'autre. Donc, ça met à l'aise tout le monde. On peut tous se retrouver dans une situation pareille, en fait. Alors, c'est si je reviens à toi. Euh, Avant moi, je pense que tu as vécu ce genre de rassemblement où tu étais très visible, on va dire. Euh, Qu'est-ce qu'on ressent en ce moment-là? Ton micro est fermé. Alors, effectivement, j'ai commencé à assister à des rassemblements, des congrès de coach autour de 2010, 2011, je pense. J'ai commencé le coaching en 2008. Et bah, mon premier sentiment, c'est je me sentais un peu privilégiée, chanceuse d'être dans ce type d'événement parce que bah, c'était l'opportunité de rencontrer d'autres coachs, des coachs mentors, d'apprendre, de grandir, de m'inspirer. Et puis, de fil en aiguille, j'ai un réflexe qui s'est un peu installé. En fait, je commençais à rentrer dans la salle et je cherchais du regard les gens qui me ressemblaient. Et j'en trouvais pas. J'ai même commencé à vouloir les compter. Et puis, en fait, je me comptais toute seule. Je me comptais toute seule et je resitue un peu le contexte. Bon, j'ai commencé le coaching en 2008, donc à ce moment-là, le coaching est en émergence. Moi, je suis nouvelle arrivante au Québec, donc de me sentir quelque part la seule noire dans une salle de coaching, bon, je l'accepte un peu comme une normalité, une évidence, parce que ben voilà, c'est un métier, c'est une industrie qui n'est pas encore bien connue, etc. Et j'ai un regard un peu indulgent, disons indulgent et même compréhensif. Mais au fur et à mesure que les années se répètent et que je me retrouve la seule noire dans les congrès, ben, mon regard, il commence à évoluer vers un regard un peu plus lucide et conscient. Et là, je me dis, OK, je suis présente moi, mais comment moi, je peux aussi contribuer à faire participer ma communauté ou à partager en fait ces expériences avec ma communauté et mes communautés. Donc, c'est là que vraiment, j'ai commencé à me poser des nouvelles questions et je me suis dit, qu'est-ce qui est possible en fait d'amener pour faire avancer ces questions de diversité qui sont importantes pour moi parce qu'elles font partie de mon parcours. Voilà un peu comment tout a commencé. Alors, je crois savoir que tu fais aussi du mentorat. Alors, quels sont les défis récurrents que les coachs, de façon générale de la diversité, mais les coachs noirs, te partagent? Alors, les défis récurrents sont beaucoup liés à la légitimité intérieure. Généralement, c'est pas la compétence, parce que la compétence, les talents, ça n'a pas de couleur. Mais c'est la légitimité, c'est tout ce qui est ben, syndrome de l'imposteur, tout ce qui est crédibilité, comment aussi je suis plus visible, comment je me positionne. Donc, toutes ces questions-là. Et en fait, l'ironie, c'est un peu, ben, on accompagne des minorités dites visibles à être plus visibles. Donc, ça revient très souvent, Hmm. ces questions-là. Voilà. Alors, Serge, toi, tu es Hmm. chez Humance, leader national en coaching. Je crois savoir l'un des seuls noirs dans une firme de cette envergure-là. Est-ce que tu es l'arbre qui cache la forêt ou finalement ça témoigne d'une évolution de façon générale de l'industrie? C'est très intéressant comme question. Puis, je revenais un peu sur le point de ces temps tout à l'heure. Le jour où j'ai réalisé que j'étais l'arbre différent, on va dire, dans la forêt, j'ai commencé à me demander à un moment donné pourquoi ne pas être l'arbre à palabre. J'aime bien le baobab parce que c'est un arbre plein de ressources. Et au fil du temps, donc ma posture, que ce soit chez Humance, que ce soit ailleurs, lorsque j'ai commencé à constater, je fais beaucoup de sport, je fais du triathlon, et puis souvent quand on se lançait à la nage, 3000 personnes, je commençais à regarder autour de moi. Ah ben, je suis tout seul. OK. On n'aime pas l'eau, nous qui sommes noirs, on n'a pas ce naturel à nager. Et puis je me suis posé la question, mais qui a dit ça? Alors,
j'ai commencé à remettre en fait en question ces paradigmes et ces croyances, puis ces croyances-là. Puis Mm. aujourd'hui, je suis humain, je me dis, ben, je suis l'arbre, peut-être à la palabre, qui peut inspirer, Mm. euh, qui peut, euh, pour beaucoup d'entre nous, dire euh, tout est possible à force de travail. Y a-t-il vraiment du hasard? Il y a du travail, mais il y a également ce qui m'a amené là, c'est ma constante curiosité à apprendre de ce qui est différent de moi. Et ça, Mm. c'est l'histoire de ma vie. Et je Mm. pense que si j'ai une chose à retenir aujourd'hui, quand je fais ce constat-là, aujourd'hui, je vous parle, c'est que j'ai été en constante curiosité de ce qu'il y avait différent autour de moi en voyageant. Mm. Et finalement, ben, je me suis retrouvé là sans forcément avoir voulu le créer, Mm. mais par la force et peut-être le résultat de ce qui s'est passé autour de moi. Et puis ça de manière tout à fait, je veux dire, innocente, sans vouloir très fort être là où je suis. Mm. Donc, un naturel, je dirais, que je ne me suis toujours pas expliqué, hein, personnellement, de comment c'est arrivé. Mm. Alors, souvent, on parle de modélisation. Je serais très ravi un jour de comprendre mon propre processus parce que je n'ai pas toutes les réponses à euh, ce qui a mené là. Ce Mm. que je pourrais dire, par contre, c'est que euh, ma clé, et je le répète encore une fois, a été cette soif de curiosité, de connaître l'autre, sans Mm. me dire que j'étais différent. Mm. Il y a un combat intérieur, si je vous entends, Cécile et toi, se décider de combattre justement ces peurs, ces blocages. Et donc, si je comprends bien, tu veux passer de l'arbre qui cache la forêt au baobab qui ouvre la voie à d'autres jeunes pousses, n'est-ce pas? Oui, absolument, Mm. Qu'est-ce que, absolument. qu'est-ce que dans ton parcours, quelles sont les difficultés que tu as vécues, que tes autres collègues ben, n'ont peut-être pas vécues ou compris? De mon expérience, en fait, de ma propre trajectoire, mes plus grosses barrières ont été les miennes. Mm. Au-delà de ce qu'on peut penser que ben, on peut se faire juger par rapport à parce qu'on est différent. Mais je pense qu'il y a des moments donnés où je me suis questionné à ah, je suis seul, et puis d'un seul coup, j'étais pris d'une peur, ah ben je suis donc bien tout seul dans cette forêt. Mm. Et c'est à ces moments-là que les croyances dont tu parlais, on vient de pays qui ont été euh, dans la colonisation. Je me suis dit, OK, est-ce que cet héritage-là est en train de me suivre dans ce que je suis en train de questionner à ce moment-là? Donc, mes propres freins ont été mes propres moments de doute, mais en même temps, ça a été des moments où j'ai pu grandir en me questionnant Mm. et me remettre en question. Me remettre aussi parfois dans une position d'humilité. On parlait d'humilité tout à l'heure. Mm. Et je pense que c'est euh, pour mes autres collègues, souvent des gens que je traverse, puis peut-être Cécile, tu en as vu dans tes mentorats, ça a été euh, ah, mais j'ai vu ça, j'ai entendu ça, on m'a dit ça, j'ai l'impression que. Alors, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impressions. Donc, j'ai appris à me détacher de ces impressions-là pour ne pas alimenter euh, ces croyances qui étaient là à tort et parfois à raison, ou même n'avaient plus la raison d'être. Et puis, pourquoi est-ce que je les portais? Mm. Euh, donc, ça a été ça, je te dirais, Karim, en quelques mots, mon expérience, ma trajectoire. Merci pour ton partage. Madeleine, est-ce que c'est facile pour les entrepreneurs du groupe 37-37 de trouver des coachs qui comprennent leur réalité, tout simplement? Alors, avant de répondre à ta question, Karim, si tu me permets, je me dois de faire un peu de pouce là sur ce que je viens de mentionner, parce que ça m'a beaucoup interpellée, Mhm. parce qu'on en parle énormément avec nos entrepreneurs, les fameuses pensées limitantes. Les barrières, souvent, ce sont nous-mêmes qui nous les mettons. Je me rappelle d'une expérience où est-ce qu'avant, dans mon passé, j'ai été aussi entrepreneur, puis en technologie. Donc, souvent, j'étais en effet la seule dans la pièce. Mais ce que je faisais, c'est que je l'utilisais en ma faveur. Je me disais, ben là, c'est sûr qu'ils vont se rappeler de moi. C'est sûr que je vais pouvoir avoir un impact parce que je me différencie. Et en même temps, mais je me donnais cette responsabilité que la prochaine activité, la prochaine fois que je participais à un
un événement que d'amener une autre personne avec moi pour justement faire en sorte là que on puisse avoir beaucoup plus là de représentativité. Donc, la responsabilité, elle est bipartite et il faut faire attention aussi à nos propres pensées qui, des fois, ben, font en sorte qu'on ne peut pas avancer. Donc là, je ferme la parenthèse pour revenir aussi là à ta question. Alors, est-ce que les entrepreneurs du groupe 3737 ont de la difficulté ou pas à trouver des coachs? La réponse est oui et non. Pourquoi? Parce que nous, on a, vous savez, on est un accélérateur d'entreprise pan-canadien. Donc, on a accès quand même à un vaste écosystème. Et nous, ce qu'on recherche souvent et les besoins des entrepreneurs, c'est des experts dans des secteurs d'activité. Donc, exemple, on doit revoir les états financiers ou on doit faire son plan de communication. Donc, au-delà d'un coach, c'est surtout un expert qu'on a besoin pour pouvoir nous aiguiller au niveau de la situation qu'on vit actuellement. Donc, le groupe, avec les années, on a tissé des ententes, on a bâti des liens avec l'écosystème, avec nos partenaires, pour nous permettre justement d'avoir ce réseau accessible à nos entrepreneurs. Maintenant, il est sûr que lorsque, exemple, puis surtout on le voit quand les entrepreneurs sont en démarrage, souvent une personne qui n'est pas habituée à travailler avec les gens issus de la diversité ethnoculturelle, il y a certains éléments qu'ils ne comprendront pas. Un exemple rapide, lorsqu'on est en démarrage d'entreprise, souvent on va dire on a besoin de ce qu'on appelle du love money. Mais souvent, les gens issus de la diversité ethnoculturelle, déjà le fait de se lancer en affaires, la famille, les amis pensent qu'ils sont complètement cinglés. Donc là, lorsqu'on dit comme ça, ben oui, mais il faut que tu ailles trouver du love money, mais dans ton montage financier, où est ton love money? Quelqu'un qui ne comprend pas ce contexte, puis cette réalité, ça va être difficile pour cette personne de comprendre que non, l'entrepreneur n'a pas accès à ces éléments-là, souvent première génération. L'entrepreneuriat n'est pas vu d'une nécessairement bonne façon. Donc, il va avoir des freins. Donc, il faut que la personne soit un peu plus consciente de ces réalités. Donc, cet aspect-là, oui, en effet, ça peut être difficile et c'est la raison pour laquelle nous, on fait beaucoup de formations auprès de l'écosystème pour justement amener cette meilleure compréhension et voir l'humain au centre des préoccupations et pas juste un projet d'affaires. Mhm. Alors, si je suis, je sais pas, je suis coach, du moins je suis entrepreneur, puis je me dis, ah, il se pourrait par exemple que j'ai envie d'être coaché par un noir ou un arabe, etc. Est-ce que vous avez un répertoire? Je pose la question aussi parce qu'en venant au forum, je me suis posé moi-même la question, il y a combien de coachs issus de la diversité ou des coachs noirs? Est-ce que ça existe? Alors, nous, on a un répertoire au niveau d'experts, mais de coach et de coach certifiés, non. Pour la première fois, lors de notre prochaine cohorte, on va avoir une coach certifiée qui va accompagner justement les entrepreneurs sur certains aspects. Donc ça a été justement là, ça a été une approche que cette coach elle-même nous a faite pour pouvoir justement accompagner les entrepreneurs. Mais sinon, oui, on a un grand bassin parce que les organisations avec lesquelles on travaille, comme par exemple les institutions financières ou les organisations de services conseils, ils ont un répertoire et souvent, ils ont aussi un regroupement de professionnels noirs. Mais nous, petite parenthèse, c'est diversité ethnoculturelle. Donc, c'est pas uniquement les Noirs. Il y a une grande proportion au niveau de la communauté noire, mais on a également là d'autres diversités également. Donc oui, on a ce répertoire en lien avec les experts, mais un répertoire de coachs certifiés, ça non, malheureusement, pas encore. Je dis bien pas encore. Ouais. Alors, Julie, je sais qu'ICF a la volonté, a l'élan, ne ménage pas ses efforts, mais qu'est-ce qui fait que certaines voix sont encore relativement si peu présentes, dans nos espaces? J'aimerais savoir la réponse à cette question-là. Je pense qu'elle n'est pas simple. Puis si on est ici aujourd'hui, je pense que ça en dit beaucoup sur notre volonté justement de mieux comprendre. Ce que je peux partager peut-être, c'est
ce que j'observe, en fait, j'observe que dans nos activités, dans certaines activités comme les déjeuners des coachs anglophones mensuels, il y a historiquement continuellement une plus grande diversité culturelle, ethnoculturelle visible. Et je pense que ça porte à se questionner à quelles sont les conditions qui font en sorte que ce forum-là est un petit peu plus, qu'il y a plus de présence justement dans ce forum-là. Deux pistes qui me viennent en tête naturellement. C'est la première, c'est l'accessibilité. On n'est pas dans un grand congrès, on est dans une petite activité qui est ponctuelle, où le prix d'accès aussi est relativement bas pour les non-membres, gratuit pour les membres, donc ça aide. Mais l'autre aussi, c'est que c'est une activité qui roule depuis longtemps et où il y a historiquement une mixité qui est très présente. Donc, je crois qu'on se reconnaît dans ce groupe-là et je pense que ça m'apparaît une piste vraiment une piste d'explication porteuse. Plus on se reconnaît, mais plus on a envie de faire partie plus on sent, j'imagine, que c'est aussi notre communauté, qu'on a notre place à l'intérieur de ça. Donc, c'est une piste, mais je pense que le forum d'aujourd'hui est là aussi pour y voir encore plus clair et voir quoi d'autre pour expliquer l'absence ou le peu de présence. Alors, je me fais le relais d'une question dans le chat de Sana Arfaoui, qui demande quelle est la division d'ICF Québec et de son comité EDI sur l'inclusion sans avoir recours à la segmentation des coachs selon leur représentativité. La vision ou la division? J'ai mal compris la question, excuse-moi. La vision. La vision. Mhm. La vision, c'est une vision d'inclusion, certainement une vision d'être représentatif de la communauté des coachs au Québec. Donc, on veut apprendre, on veut agir avec les personnes concernées pour trouver les meilleurs moyens de créer le sentiment d'inclusion, qu'on puisse se sentir qu'on fasse partie d'ICF Québec. C'est notre volonté également d'intégrer les questions de représentativité, de diversité, d'inclusion dans tout ce qu'on fait. Donc, moi, je suis co-responsable avec Chantal du comité EDI depuis plusieurs années maintenant. Je suis membre du conseil d'administration. C'est quelque chose que je porte moi en moi. Je suis également responsable du nouveau comité relations marché. Donc, là aussi, ça me porte. On ne peut pas faire des relations de marché sans penser à la diversité des acteurs dans notre écosystème, dans le marché. Donc, pour moi, pour moi et pour le CA, ça fait partie de notre vision de créer ces espaces-là d'inclusion, puis de continuellement apprendre pour poser de meilleures actions. Alors, je vais laisser à Sana le soin de rebondir sur ce que tu viens de partager. Question pour le groupe, mais aussi je l'adresse à l'ensemble des participants, au public. On a parlé bien sûr des blocages internes, mais qu'est-ce qui pourrait empêcher un coach de façon générale, issu de la diversité, de la grande diversité, de se sentir à sa place lors d'un congrès ou d'un événement d'ICF? Et puis, pour le reste aussi, ceux qui ne vivent pas cette réalité, qu'est-ce que cette question fait réaliser en définitive? Donc, question au chat, à tous ceux qui y participent, mais d'abord, le panel. Qu'est-ce qui fait qu'on dit, ah, je suis pas sûr, ou je peux pas, parce que c'est pas toute une question de volonté. Bon, Je me permets? ah, Pardon, oui, vas-y, oui, Cécile. non, vas-y, vas-y. Excellent. Parce que je ne suis pas coach, fait que je me permets Permets-toi. de dire, voilà. Donc, un élément que on constate aussi, encore une fois, dans l'écosystème, c'est que souvent, si on ne voit pas des gens qui nous ressemblent, ben, on ne pense pas qu'on a notre place. Donc, changer les modèles qui sont mis de l'avant, ne serait-ce que juste les publicités, ça a l'air très bête comme ça, mais si la publicité qui annonce l'événement n'est pas inclusive, que le texte n'est pas inclusif, tu sais, je pense qu'il faut être intentionnel. On veut avoir plus de gens de diversité, parfait. Ciblons les personnes qu'on sait qui sont dans cette diversité, qui ont de l'influence, qui sont en mesure de relayer l'information. Donnons-nous des objectifs. Il y a des événements qui ont fait des initiatives. Je cite exemple le Startup Fest. Le Startup Fest, un gros événement. Ils voulaient avoir plus de diversité. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une initiative inclusive. Ce qui fait en sorte qu'il y avait des billets qui étaient offerts pour les gens issus de la diversité pour permettre un plus grand nombre de participants. Maintenant, une fois que ces participants participent une première fois, après, ça leur permet de voir souvent la plus-value et par la suite d'être eux-mêmes des ambassadeurs. Donc, je pense que être vraiment intentionnel et de poser des actions concrètes, ça peut définitivement aider à ce niveau-là. Alors,
je rebondis par rapport à ce que tu dis, mais est-ce que notre communication, la communication d'ICF de façon générale, épouse justement cette vision-là? Il n'y a Ben, pas de mauvaise réponse, hein. OK. Vas-y, moi, Cécile, je te laisse moi, aller. je dirais que, comme tu le dis souvent, on peut toujours faire mieux. Alors, c'est sûr il y a plein d'efforts qui sont faits ces dernières années, mais je pense que c'est pas suffisant parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de congrès que j'ai vécu en 2011. Donc, soit 15 ans après, 15 ans plus tard, ben, la même situation se répète. Donc, qu'est-ce qui fait que dans la communication, justement, les coachs noirs ou les coachs de la diversité ne se sentent pas interpellés? C'est peut-être qu'on ne parle pas assez à leur identité ou à leur réalité collective qui vivent et qui disent exactement aussi comme Madeleine l'a dit, ouais, il y a un modèle qui m'inspire, qui est là et qui me donne envie d'y aller. Donc il y a quelque chose qui me permet de me sentir appartenir à cette communauté. Au-delà du fait qu'on est noir, on est des coachs d'abord. Donc, c'est ça aussi l'inclusion, c'est de se sentir coach dans un écosystème. Et ça, je pense qu'il y a énormément de choses à faire, mais pour pouvoir le faire, il faut intégrer justement des coachs de la diversité pour pouvoir remonter des idées et puis discuter, etc., parce qu'on est conscient de réalités qui sont peut-être pas euh, conscientisé par les coachs de la majorité, j'aimerais dire, la majorité, qui n'est pas invisible, hein, qui est visible aussi, mais c'est ça. Et puis, il y a une autre chose que je voulais dire, qu'est-ce qui peut empêcher? Moi, ça, je l'ai vécu au début, quand j'ai commencé le coaching. J'étais vraiment interpellée par les questions de diversité, mais en même temps, j'ai choisi de m'en dissocier à un moment. Parce que je me suis dit, c'est pas parce que je suis noire que je vais être, forcément, je vais me positionner dans l'expertise de la diversité. Donc, je voulais être reconnue aussi comme une coach de carrière, une coach d'affaires, une coach en leadership pour mon expertise et pas seulement par le fait que, parce que je suis noire, eh bien, je suis une experte en diversité. Donc, Hmm. malgré mon intérêt fort pour ce domaine-là, donc ça aussi, je trouve que c'est des assignations silencieuses. Donc, ah, Ok. on doit parler de racisme, on invite un noir, on doit parler de diversité, on invite un noir. Bon, voilà. Donc, c'est un Hmm. peu ça que je voulais partager. Je vois Julie acquiescer. Réaction? Ben, en fait, j'acquiesce sur plein de choses, mais si on revient à la question de la communication, je suis aussi d'accord qu'on peut aller plus loin. Puis je pense que c'est une question de forme aussi. Je fais juste regarder la promotion pour cet événement-ci. On avait une promotion un peu statique, un peu standard, que je n'ai un petit peu d'intérêt, mais c'est lorsqu'on a présenté les visages, les voix autour de la table, on est venu interpeller ces gens-là, qu'on a vu vraiment une vague qui m'a, moi, inspiré beaucoup dans les derniers jours. Donc, cette espèce de personnalisation aussi des événements, cette connexion avec les gens qui vont être là autour de la table et d'avoir visiblement des gens qui sont diversifiés dans ce panel-là. Pour moi, ça m'apparaît essentiel. Il y a des efforts en ce sens-là dans la programmation du congrès, certainement, mais pour moi, c'est au cœur aussi. Quand on regarde la programmation, est-ce qu'on se reconnaît? Je pense que d'emblée, on peut savoir si on sent qu'on a notre place ou non, là. C'est des très bons points. Alors, Corinne, tu as animé un atelier, je crois, lors du dernier congrès. Est-ce qu'au niveau de la programmation, tu as senti une différence, mais aussi une richesse qui pourrait attirer des gens qui, de prime abord, n'iraient pas au congrès, par exemple? Ouais, mais je pense que dans tout ce qui est nommé, moi, ce que je trouve vraiment incroyable, c'est de sentir l'ouverture à apprendre. L'ouverture aujourd'hui d'arriver avec pas beaucoup de réponses, mais beaucoup de questions, puis une envie de collecter un petit peu ce qui vient. Puis dans les dernières années, moi, j'ai participé aux trois derniers congrès, un en Europe, puis deux ici au Québec. Puis ce que je trouve super, c'est qu'il y ait un désir d'inviter. Fait que dans la salle, à ce moment-là, tu étais le seul, mais il y avait quand même Cécile, si je me trompe pas, tu étais présente aussi à ce congrès. Il y avait aussi d'autres personnes. Donc, il y a eu un petit peu plus d'ouverture à le mettre de l'avant. Fait que je pense que dans les communications, si on continue de ce côté-là, ça aide beaucoup. Et l'autre chose qui me vient, c'est que moi, personnellement, je me sens toujours une grande responsabilité après le congrès, puis après les conversations qu'on a eues, Karim. Dans mon réseau, j'ai plein de gens très proches de moi issus de la diversité. Je les ai tous appelés pour aller poser la question, puis aller comme à la rencontre d'eux, parce que moi, dans mon ADN,
je ne vis pas ça, fait que je sens quand même une curiosité puis un désir d'aller vers, mais avec une sensibilité ou d'une façon qui est appropriée, pas basée que de mes billets ou de ce que je pourrais penser que devrait être la représentativité et tout ça. Et donc, il y a eu plein d'échanges super intéressants qui en est ressorti et disons, des raisons pour lesquelles certains m'ont mentionné ne pas être venus. C'est notamment autour, par exemple, soit du prix ou de dire, ben, je sais pas dans ma pratique si ça vaut la peine, c'est quoi la plus-value que je vais avoir. Donc, il y a tout cet échange-là sur plein de questionnements qui ressortent. Mhm. Et donc, moi, ça, je trouvais ça intéressant de pouvoir dire, ben voici, tu sais, des initiatives, des choses qui ont été là. Donc, il y a eu plein de gens qui me disaient, waouh, je suis étonnamment surpris de voir qu'il y a eu cette ouverture, qu'il y a des échanges qui se font là-dessus. Même chose pour le forum aujourd'hui. Moi, je trouve ça super. Donc, tu sais, je pense que c'est juste d'en faire plus et peut-être de le communiquer davantage parce que il suffit pas de faire une initiative une fois puis de le nommer. Il y a comme un besoin de répétition pour comprendre qu'il y a cette ouverture puis ce désir. Fait que moi, je sens qu'il y a un élan puis qu'il y a comme un momentum pour en parler plus, aller à la rencontre des gens. Puis là, ben, c'est dire, ben, OK, on le prend collectivement, cet élan-là. Puis il y a la responsabilité d'ICF, mais comme membre, on a chacun beaucoup plus de pouvoir. Moi, j'en ai plein dans mon entourage et c'est une immense fierté de pouvoir dire, j'adore être entourée de plein de gens différents. Donc, comment moi, je fais en sorte que quand je rentre dans une salle, les gens se sentent à l'aise. Les gens, tu sais, donc il y a comme, fait que pour moi, c'est un peu tout ça. Fait que ça va au-delà d'un atelier à ICF, tu sais, pour moi, c'est comment on l'incarne, ça, ou comment on le porte, ce message-là, avant, pendant, après. Fait que moi, il y a eu des échanges. La majorité des échanges sont tous apparus après le congrès. Donc ça, c'est un élément dans tout ça, là, mais Mhm. donc je m'arrêterai là, mais je pense qu'il y a énormément d'élan puis de portes ouvertes à ce niveau-là. Euh, Karim, il y a une oui. question. Il y a Catherine Congo qui a levé la main depuis tantôt pour poser une question. Alors, oui, je suis tout oui. Cathy. Oui, merci. Je vous dis merci beaucoup. Je m'excuse pour ma voix, je suis un peu grippée. Alors, déjà, moi, je vous écoute d'Ottawa où je suis installée. Et c'est avec beaucoup d'intérêt que je me suis joint à cette discussion parce que je pense que les questions d'intégration, d'inclusion qui se posent au Québec peut également s'appliquer ici en Ontario, sauf qu'ici, on ajoute encore une autre couche, celle de la langue. Alors, Karim posait une question intéressante et moi, la question qui me vient là en esprit, c'est que est-ce qu'on ne devrait peut-être pas interroger, je suis coach certifié en passant, mais est-ce que je me demande, est-ce qu'on ne devrait pas intégrer le fait que nous sortons, nous, les immigrants noirs, nous sortons de communautés où le coaching n'est pas assez valorisé. J'ai entendu Madeleine parler de l'entrepreneuriat qui n'est pas valorisé, mais je pense que le coaching même n'est pas suffisamment valorisé. Il y a une certaine difficulté à pénétrer les communautés. Alors, comment est-ce qu'on pourrait, nous qui sommes issus de ces communautés-là, en tant que coach, se dissocier de ce sentiment, plus ou moins, je peux dire, un peu moins relisant que ce qu'on voit dans d'autres communautés. Est-ce que Mhm. ce n'est pas ce poids-là qui peut nous amener parfois à nous sentir un peu comme un cheveu dans la soupe ou bien comme je sais pas, moi, un élément un peu singulier dans une assemblée? Donc, je me pose des questions par rapport à ça. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu, Cécile, je pense que tu as parlé de... j'ai noté cette belle expression-là de... Attends, je vais retrouver ça, d'assignation silencieuse. Fascination silencieuse. Silencieuse, OK? Mais est-ce que ce n'est pas ce fardeau-là qu'on porte inconsciemment qui vient de notre appartenance à des communautés qui ne semblent pas recevoir avec beaucoup d'intérêt le coaching en lui-même? Donc, c'est ma question. Je réfléchis en parlant. Excusez-moi. Je vais faire ta question et puis interpeller Serge. Serge, Cécile a parlé du refus en quelque sorte de l'assignation. Parce qu'on est coach, on est professionnel, point. Et de ne pas nécessairement porter ce message ou ce combat-là. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire? D'un côté, on se dit, je ne veux pas qu'on m'assigne à ça. Mais en même temps, puisqu'on a besoin de visibilité, bah, les quelques rares, quelle est leur responsabilité justement dans faire comprendre, faire pénétrer le coaching dans ces communautés? Je pense à l'exemple de quand je fais du coaching de performance de parents
euh, qui viennent de l'Afrique, puis décident de faire coacher leur enfant, puis qui disent, ben, écoute, Serge, on te prend toi parce que tu es, le seul qui peut vraiment les comprendre. Et là, j'ai dit, ah bon. Puis mon point, c'était que on porte effectivement une croyance ou une étiquette ou je ne crois pas au coaching, mais si je veux le faire, il faut absolument que ce soit une personne de la diversité. Et je pense que pas le problème, mais ce qu'il faut adresser là, c'est qu'il faut se donner la permission de s'enlever ces étiquettes-là qui nous sont collées ou qu'on se colle pour aller de l'avant. Et ce que j'ai toujours fait, à un moment donné en Europe, j'étais dans un grand congrès du style Davos, que je ne vais pas nommer. Et la différence s'est faite sur mon élan, et encore là, je reviens sur ma curiosité à aller vers les autres, puis à me positionner par rapport à mon expertise. Alors, comme humain, peu importe notre couleur, on porte une expertise, il faut vraiment qu'on la porte. Il faut vraiment qu'on la mette de l'avant. Parce que c'est ce qui permet d'enlever les étiquettes ou les préjugés qu'on a tous, hein, en passant façonnés par nos expériences. Mais lorsque l'expertise, puis que parle, et deuxièmement, avant même l'expertise, lorsque d'humain à humain on peut parler, c'est comme quand on arrive pour parler en affaires, on ne parle pas d'affaires en premier. On parle de qui tu es et comment est-ce que nos différences, avant même le coach, avant même tout ce qui vient avec. Donc, je pense qu'une partie, je n'ai pas toute la réponse, mais une partie de la réponse, selon mon expérience, elle est là. C'est ce qui m'a permis de naviguer. Et oui, il y a des barrières. Et oui, on peut ne pas s'entendre. Et puis, oui, il y a des gens qui ont des préférences ou qui n'aiment pas parce qu'ils ont une histoire, mais c'est valable qu'on soit issu de la diversité ou pas. Et comme tu l'as dit, Karine, on peut se retrouver dans un contexte où on se retrouve en minorité, mais qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va de l'avant, on essaie de s'inclure, et puis ça se peut qu'on ne nous aime pas. Mais ce sont les règles du jeu en général. On ne peut pas être aimé par tout le monde. Alors, c'est un peu je dirais, ce que je peux donner comme réponse à ça. Alors, question justement sur cette question-là de Christine Landry. Elle demande comment, en tant que coach issu du groupe majoritaire, elle peut, enfin, puis-je être une alliée crédible et utile pour soutenir la diversité au sein d'ICF Québec? Donc, ça rappelle à une responsabilité globale. Comment on fait? Hmm, je peux y aller? Julie? Oui, ben, ça m'interpelle. Je pense une des premières choses, c'est de reconnaître de reconnaître la différence. Tu sais, on voit souvent une tendance dans notre métier de coach de valoriser les similitudes, l'espèce d'esprit de communauté, l'humanité commune, etc. Oui, nous sommes tous humains, mais l'expérience vécue comme humain, elle est très différente. Donc, je crois que de reconnaître ça, de aussi euh, s'engager dans des vraies conversations. La question que Corinne t'a posée au Congrès, c'est une vraie question. Les questions que toi, t'as déposées dans nos rencontres du comité EDI, c'était des vraies questions. Puis, il y a un inconfort qui vient des fois dans ces questions-là. Ça nous interpelle, ça nous confronte, mais ça fait partie du processus. Donc, moi, je crois beaucoup que le déséquilibre est porteur de développement. Et donc, je crois que quand on est dans un groupe majoritaire, pour contribuer, c'est de ne pas shy away, de ne pas reculer de ces conversations-là, de rester là, de rester curieux et d'ouvrir et de provoquer ces conversations-là. D'autant que la diversité, hein, en fait, c'est la norme, c'est pas une exception. Donc, et même dans le rôle de coach, on coach la personne qui est devant nous, donc on se pose la question sur sa singularité. Mhm. Euh, Corinne, tu es initiatrice, je disais, d'entrée de Coach en marche, qui est une initiative pour faire de la marche en plein air, mais c'est un prétexte, je présume, pour rassembler. Qu'est-ce que tu as constaté au niveau de la diversité des gens qui participaient à cet événement-là? Mm. Euh,
Ben, deux choses. Peut-être avant d'aller sur Coach en marche, je voulais juste rebondir parce que j'étais aussi interpellée par la question de Christine. Tu t'es Euh, senti interpellé. Et en fait, je dirais juste un élément qui a changé beaucoup pour moi dans les dernières années, vu que ça fait depuis 2018, moi que je suis dans la communauté d'ICF, c'est de me donner la permission puis d'oser. Avant, des fois, je me disais, ouh, ma question, elle va mal sortir. Est-ce que Karim, il en a marre d'entendre des gens qui viennent le voir pour dire, oh, tu sais, t'es le seul de la diversité dans la salle. Et là, je me suis dit, quand on ressent un malaise, puis comme coach, on est tous les capteurs, les signaux très ouverts. Donc, pour moi, il y a comme, je me sens cette responsabilité d'ouvrir des fois aussi le chemin, puis avec un profond respect de poser une question ou d'être curieux, puis dans un cadre qui est approprié. J'aurais pas pris la parole publiquement pour rendre qui que ce soit inconfortable, mais je l'ai fait dans un cadre qui était un à un, puis de poser la question parce que quand on comprend, ça aide à dénouer des tensions, trouver des pistes ensemble sur qu'est-ce que je peux faire pour aider, qu'est-ce qui se passe, puis d'être curieux. Et ça m'amène à Coach en marche, qui est une initiative que j'ai lancée en 2024. Et on en parlait, Karim, mais je regardais plein de photos de la dernière année, de 2025. Il y a eu plus de 60 marches qui ont été organisées pour les coachs, plein d'ICF. On a célébré plein de ACC, PCC, MCC. Et ma plus grande fierté là-dedans, c'est de constater à quel point il y avait de la diversité à tous les niveaux. Des gens de toutes les cultures, de tous les âges, des gens qui sont seniors, des gens qui sont jeunes. Et moi, c'est ma plus grande fierté dans ça, c'est que les gens se sentent bienvenus ou, et qu'il y ait comme ce port d'attache à la nature, bien entendu à la marche ici, mais aussi au coaching. Il y a des gens que ça leur a donné le goût d'aller se former, d'aller se certifier, mais aussi c'est qu'il y a des gens de toutes les cultures et ça n'a jamais été la thématique de base, mais c'est un constat que j'ai fait après un an. Forcément, il y a la notion aussi d'accessibilité. C'est un mouvement qui est gratuit, qui est ouvert à tous, donc ça facilite l'entrée pour ceux qui sont curieux de venir voir, de venir tester. Et donc, je pense que ça a peut-être facilité, mais après, il y en a plein qui sont venus marcher dans la salle, peut-être qu'ils pourraient dire mieux que moi, mais voilà. Dont Serge, qui est venu plein de fois marcher, un habitué. Ouais. Cécile, toi, tu as créé Génération Coaching et puis le sommet francophone du coaching. Qu'est-ce que le leadership Ubuntu? Parce que je parlais de toi comme l'une des pionnières du leadership Ubuntu. Qu'est-ce que ça nous apprend sur l'inclusion? Ton micro est fermé. Oui. Alors, belle question. Ça nous apprend beaucoup, beaucoup, énormément. Euh, En fait, l'inclusion, c'est un fondement du leadership Ubuntu. Et pour prendre une métaphore, on dit que euh, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. La tête ne peut pas dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. En fait, on a besoin les uns des autres pour pouvoir avancer, pour grandir, pour prospérer. Et c'est ça, en fait, dans le contexte d'ICF Québec, une fédération de coaching, étant donné qu'on accompagne l'humain, on ne peut pas se permettre en tant que communauté d'exclure ou de ne pas inclure une partie de ceux qui font partie de cette communauté. Donc, je pense qu'il y a trois enseignements rapidement qui peuvent être reliés à l'inclusion. Le premier, c'est tout ce qui touche le côté interconnexion. Euh, Dans Ubuntu, en fait, ton humanité est liée à mon humanité parce que nous sommes reliés. Et si moi, je t'élève, je m'élève aussi. Si je cherche à t'écraser, à te dominer, eh ben, je vais me diminuer. Donc, en fait, c'est le fameux je suis parce que nous sommes qu'on entend souvent. Et la deuxième chose, c'est tout ce qui est identité par la relation. En fait, dans Ubuntu, euh, l'être humain se construit dans et par la relation. Euh, et inclure, c'est pas seulement faire la place à l'autre, c'est reconnaître que sans sa contribution, on n'est pas complètement nous-mêmes. Pourquoi? Parce que c'est l'autre qui nous apprend
à marcher, c'est l'autre qui nous a mis au monde, c'est l'autre qui nous apprend, qui nous a euh, permis d'avoir notre premier travail, c'est l'autre en fait qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Hmm. Voilà. Et le troisième aspect, c'est la valeur de chaque voix. En fait, dans le leadership Ubuntu, chaque voix a sa valeur. Chaque voix porte sa sagesse, porte un enseignement qui est utile d'écouter. C'est pas seulement oh, accueillons la diversité, accueillons la diversité, c'est ta différence me complète, m'enrichit, me fait grandir. C'est vraiment cette idée-là, par l'apport de ta voix, on va pouvoir grandir ensemble. Donc, c'est ces trois enseignements clés du leadership Ubuntu. Il y en a plein d'autres, mais merci d'avoir posé cette question-là. Et ouais, bon, je voulais faire des liens avec ce qui avait été dit auparavant, mais je vais attendre. Si je t'entends bien, c'est pas donc un collage, un tableau en tapisse de couleurs, mais c'est un engrenage où chacune des particules fait fonctionner la machine pour tout le monde. C'est bien ça? Tout à fait. C'est une mosaïque où voilà, toute la mosaïque est prise en compte et c'est pas une seule partie de la mosaïque qui a la scène ou qui est mise en avant. C'est Hmm. vraiment, euh, c'est pas seulement déclarer l'inclusion, mais c'est l'incarner jusqu'au bout Hmm. des ongles. Et c'est ça que nous fait vivre Leadership Ubuntu aussi. C'est Donc vraiment de la congruence. la Euh, congruence et de faire l'inclusion comme une posture de vie et pas seulement comme une stratégie RH, etc. hmm. Madeleine, qu'est-ce que tu attends concrètement, toi, de la communauté des coachs au Québec, qui pourrait servir justement des entrepreneurs qui sont dans le pipeline, si tu me permets cette expression, du groupe 3737? Bonne question, merci Karine. Ce qu'on s'attend essentiellement, puis quand, quand tu m'as invité, j'ai réfléchi, puis je me suis posé la question, mais comment se fait-il qu'on n'a pas de coach de l'ICF? Parce qu'on n'en a pas. Puis pourtant, on accompagne, je veux dire, on est un accélérateur d'entreprise. Ce qu'on Hmm. fait à tous les jours, c'est accompagner. Oui, on a nos conseillers régionaux en entrepreneuriat, les conseillers en innovation sociale, mais on accompagne. Donc, on a besoin justement de cette communauté. Donc là, je me suis questionnée. Puis, un des éléments qui est venu, c'est que par le passé, on faisait affaire avec des coachs indépendants Hmm. et il y avait eu certaines situations, comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide. Un message qui avait été envoyé aux équipes, c'est de dire, OK, ben, est-ce qu'ils font partie d'une organisation? Exemple, c'est des gens qui sont référés par RBC ou TD ou MNP. Donc là, si jamais il y a un défi avec l'individu qui offre les services, ben on se retourne vers l'organisation qui nous a référés, puis c'est une organisation crédible, donc c'est beaucoup plus facile. Donc maintenant, ce que je m'attends personnellement, c'est d'avoir des entretiens pour voir justement, mais qu'est-ce que nous, en tant qu'incubateurs qui accompagnons les entrepreneurs, c'est quand même plus de 3400 entrepreneurs au cours des dernières années on a accompagné. Fait que le bassin est important. On a des OBNL aussi, mais c'est de voir les besoins de ces entrepreneurs-là, puis l'expertise justement que les coachs ont pour voir mais quels sont les maillages possibles et d'avoir justement que les deux parties soient intentionnelles. Tu sais, moi, j'aime bien les choses concrètes. J'aime pas trop là, qu'on discute pour discuter. On discute, ensuite on met les points, ensuite on arrive, puis on fait un projet pilote. Donc, après le projet pilote, on est en mesure justement de pouvoir regarder, faire une rétroaction et avancer. Donc, ce que je m'attends, c'est vraiment d'avoir cette conversation pour voir ben, quels sont les coachs qui sont disponibles, quelle expertise, parce qu'on est au niveau de l'entrepreneuriat, donc ça prend aussi certaines expertises importantes et de voir justement mais dans quelle mesure on peut collaborer en sachant aussi un élément qui est important, on est un OBNL. Donc, et nous, tous nos services sont sans frais. Donc, les entrepreneurs qu'on accompagne ne payent pas. Il y a quelques formations, quelques événements qui sont payants, mais c'est une infime
c'est une minorité là, d'événements sur le portefeuille là, de services qui sont offerts. Donc, dans cette réalité, mais de voir quand même les pistes de collaboration, parce que je suis sûre qu'il y en a, c'est juste que tout simplement, on les avait pas explorées. Donc, ce forum nous donne justement cette opportunité d'entamer cette conversation qui, je l'espère, pourra porter fruit. Julie, toi qui représente le conseil d'administration, comment tu réagis à cette main tendue? Ben, en fait, moi, c'est mon chapeau conseil d'administration, mon chapeau aussi relations marché, ce désir de venir mettre en lien, de créer des ponts et tout ça. Fait que ça m'interpelle énormément, Goulen, puis c'est clair qu'on va poursuivre la conversation. Puis ça fait des années que je me dis, mais comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on n'est pas connecté avec ces gens-là? Mais le groupe 3730 ans, c'est un parmi tant d'autres. Donc, moi, j'aime beaucoup ce que ceci a amené, que la relation est au cœur de toute initiative d'inclusion, de représentativité. C'est pas une question de visage qu'on a mis sur ça fait partie, mais c'est pas que ça, c'est vraiment les relations qu'on crée. Donc, pour moi, les relations de marché, c'est cette mise en lien entre ICF Québec et plein de différents groupes de la communauté qui accompagnent des gens qui auraient besoin de services de coaching et de les mettre en lien avec une communauté qui est de plus en plus diverse, qu'on arrive à mettre en valeur au travers des différents outils qu'on a. Donc, ça m'inspire beaucoup. Puis c'est essentiel pour moi. On ne peut pas être la référence du coaching du Québec, qui est notre vision, sans venir connecter avec tous ces acteurs-là, justement, d'écosystème. Ça prend du temps, mais ça prend de l'intentionnalité, comme tu dis, puis des gestes concrets, comme on fait aujourd'hui, puis comme on fera suite au forum. Alors, je vais me tourner vers le chat. Il y a une question de Catherine Bassa, je crois. Et si elle veut bien la poser elle-même, ça ferait plaisir. Bonjour tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de discussions en ce qui concerne quelle est la diversité, comment est-ce qu'on puisse créer des environnements plus inclusifs. Et je voulais tout simplement ajouter quelles sont les autres façons de démontrer une inclusion intentionnelle, étant donné qu'on a déjà mentionné la communication, l'accessibilité, notre reconnaissance des enjeux, quelles sont les autres manières dont on pourrait créer des environnements plus inclusifs, dont tout le monde puisse se sentir confortable, parce on peut tous vivre l'expérience d'être le seul dans la salle ou la seule dans la salle. On a juste à rentrer dans la salle pour le sentir. Alors, avant que le panel ne réponde, est-ce que vous avez une suggestion? Je crois qu'on a tous une responsabilité personnelle lorsqu'on est présent dans cette salle où on puisse identifier la personne, d'où c'est visuel, de peut-être leur approcher, dire tu es la bienvenue, je suis contente que tu sois là. Et comme organisateur d'événements, de faire en sorte que intentionnellement, quand on vend des billets ou on partage des invitations, qu'on veut sécuriser qu'il y a un certain nombre de personnes, que ça soit genre, que ça soit race, que ça soit origine, qui se sont présents pour encourager la diversité dès le début, dès l'invitation. Alors, c'est les idées qui viennent en tête. J'ai au-delà de 10 ans dans le recrutement ou en créant des équipes, on doit sécuriser qu'on ne va pas avoir une équipe où c'est 7 hommes et une femme, ou bien 10 personnes d'une certaine race, mais une personne qui est un token, un seul ou une seule. Alors, je crois que ça commence dès le début, dès l'invitation, mais si ça ait lieu, de prendre l'élan de parler avec cette personne, de leur donner la bienvenue. Mais comment le faire? Voilà la question. Comment le faire d'une manière où la personne ne se sent pas mis à part? Réaction dans le panel? J'ai envie un peu de faire écho de ce qu'on avait écrit, Corinne, parce qu'on avait écrit un article pour le Congrès. Il y a beaucoup de pistes concrètes qui ont été mises. C'est pas complet, mais c'est intentionnel. Dans la sélection des membres du panel, le processus, il y a plusieurs étapes. Les gens ont l'occasion de présenter, etc. Il y a un souci de ça dès le départ. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Le processus
le recrutement des panélistes, je vais mettre ça comme ça, ou des conférenciers, est encore ouvert pour le prochain congrès d'ICF Québec. Et donc, c'est ouvert jusqu'au, je pense, le 4 février ou quelque chose du genre. Euh, donc, appel à tous ceux qui voudraient présenter un atelier, c'est encore possible de proposer des solutions. Le 7, c'est jusqu'au Le 7. 7, merci beaucoup. On a donc il y a une question d'accessibilité pour les personnes avec un handicap physique. On avait pensé au lieu, etc. On a pensé à la programmation. Aide-moi ici, Karim, y avait-tu d'autres choses qui me viennent, m'échappent là, mais euh, Si on revient sur la programmation, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui me l'ont mentionné, qui avaient assisté à d'autres congrès. Il y avait un effort de diversification au niveau même de la programmation. Est-ce que tu peux en dire quelques mots? il y avait en fait la nature des sujets. On voyait la diversité dans la nature des sujets. Il y avait dans les personnes présentes, bien entendu. Donc ça, il y a vraiment le comité, quand même un grand souci, puis ça fait partie de leur conversation dès le départ. Une des choses qu'on peut faire aussi, c'est d'être encore plus intentionnel dans justement l'élargissement de notre réseau de contacts. On parlait d'aller vers l'autre qui est différent de moi, mais plus on est en contact avec des gens différents, plus ces gens-là pourraient être interpellés à s'impliquer aussi dans l'association, surtout lorsque c'est des coachs qui sont professionnels, certifiés, etc. Notre organisation, elle est portée par des bénévoles. Donc, les gens sur les comités, ce sont des bénévoles. Donc, plus ce bassin-là de bénévoles, il est diversifié, plus on aura justement de voix porteuses de ces questions-là au bon moment dans les processus de planification de différentes activités, etc., qui pourraient nous nourrir. Puis comme les deux d'un comité aussi, c'est de me dire, bon, là, je recrute, qui est-ce qui me manque autour de la table et pas juste prendre un peu spontanément les gens qui nous interpellent, mais aussi peut-être aller à la recherche de profils particuliers dont on a besoin. Euh, Catherine, le micro est fermé. Merci d'avoir partagé tout ça. Julie, une idée qui vient en tête, c'est une enquête pause événement qui pourrait inclure la question, est-ce que vous êtes senti inclus? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait faire? Parce que souvent, c'est après un événement a lieu qu'on a plein de questions, plein d'idées, plein de questions, etc. Tout à fait, tout à fait. Je vérifie qu'est-ce qu'on a fait comme si c'était inclus dans l'enquête pour le congrès. On le fait avec les activités anglophones. Puis je disais tantôt qu'il y avait beaucoup de diversité là, fait que je pense qu'il y a une piste intéressante certainement là. Merci. Alors, Julie, je me fais l'avocat du diable. Go. Je suis coach, nouveau coach. Pourquoi je devrais adhérer à ICF Québec? Là, tu me mets en spot, là. Oui, je suis désolé. Ah, c'est correct. Euh, je parlais de mon expérience personnelle parce que j'ai été une nouvelle coach et j'ai adhéré tôt à ICF Québec pour la communauté. Je me suis reconnue beaucoup dans la description de Cécile, le premier congrès. On arrive, on a envie de connecter, on veut des mentors, on veut trouver notre place un peu dans cet espace-là. Je n'étais pas impliquée dans les comités à ce moment-là, mais rapidement, j'ai commencé à participer à des activités comme les activités des coachs anglophones, entre autres. Donc, ça fait quand même un bout là, que ça roule. Donc, les gens les réseaux qu'on se crée, les connexions qu'on fait, la richesse des activités aussi qui sont proposées en termes de développement. Pour ceux qui sont des coachs certifiés, on a un outil d'appel d'offres qui est un outil de jumelage où on reçoit un nombre quand même important, au-delà de 500, je crois, par année, de demandes de coaching. Donc, on veut améliorer ça aussi, puis rendre ça encore plus user-friendly en bon français, et aussi on fait du rayonnement, etc. Donc, on fait rayonner pas la profession, mais le métier de coach, le coaching professionnel pour justement que ça soit de plus en plus reconnu dans nos marchés. Donc, on a l'occasion de contribuer à tout ça et d'en retirer beaucoup, beaucoup de connexions humaines. Alors, on a le grand plaisir d'avoir dans l'assistant Stéphane Coulier, à la tête donc, de ICF Québec. Stéphane, tu as la parole. Merci, Karim. Bah, écoute, tu t'envoies une question, là, je me sens obligé un petit peu d'intervenir pour arriver à aider un petit peu Julie C'était sur ma cette question. stratégie. Je vais être très court, hein, mais et je le pense sincèrement dans le sens où on a la chance au Québec d'avoir une taille de coach, c'est-à-dire on est 500 coachs, on est 900 coachs ICF, dont 500 coachs ICF Québec, ce qui fait qu'on a la chance d'être un peu faiseur de marché. Donc ça veut dire que être la référence du coaching au Québec, alors évidemment c'est une direction, mais c'est de dire on a la possibilité par rapport à la taille de ce qu'est le Québec, c'est pas énorme, on a suffisamment de coachs, donc c'est-à-dire que s'impliquer, c'est aussi s'impliquer sur quelque chose de plus grand.
hein, qui est une intention. Donc évidemment, les bénévoles, bah, on vit là-dessus, on est tous bénévoles, etc. Donc moi, j'ai la sincère, enfin, franchement, j'en suis convaincu à 100% qu'on peut faire quelque chose sur le coaching dans son ensemble. Parce que moi, la question sur la diversité aussi, je me pose la question, est-ce que le coaching au Québec, finalement, est représentatif de la diversité au-delà du coaching ICF, hein? Donc, c'est des questions auxquelles j'ai pas la réponse d'ailleurs, hein. Donc, voilà, faiseur de marché, s'impliquer de son bénévole, il y a plein de comités. Moi, je voulais aussi ajouter sur l'aspect de vision, moi, mon rêve, c'est qu'il n'y ait plus de comité EDI, hein, très sincèrement. Oui. Mon objectif est pas, enfin, il est assez récent, mais c'est plus que la diversité, elle se vive, et elle se vit davantage qu'il y a plusieurs années, hein, avec les personnes qui sont impliquées dans le comité EDI. On en a parlé beaucoup avec Julie. Bah, je préfère que les gens qui soient au comité EDI soient dans d'autres comités, de façon très pragmatique. Et puis voilà, c'est un travail qui est infini, hein. Mhm. Donc voilà, je voulais rajouter ça. Merci beaucoup, Stéphane. Je vais prendre quelqu'un dans l'assistance, c'est si tu me permettras, parce qu'il aborde un aspect qui n'a pas été abordé ici, c'est Jean-Pierre Becquier. Est-ce que Jean-Pierre, tu pourrais le résumer? Résumer quoi? Alors, c'est la question du droit, enfin, combien ça coûte d'assister au Ah, congrès? ben, c'est pas d'aujourd'hui, ça fait belle lurette que je trouve que ben, le métier de coach n'est pas toujours facile, surtout en ce moment d'ailleurs, hein, avec tout ce qu'on connaît, les problèmes économiques. Et et on sait aussi que le coaching, souvent étant une carrière, une deuxième, voire une troisième carrière, donc lorsqu'un coach commence, ben, c'est pas toujours facile. Alors, se payer déjà des cours, la formation, on sait que les coachs sont aussi très friands de formation, donc on dépense énormément d'argent dans les formations. Et je trouve que la famille de coachs devrait être sensible à, à aider ces jeunes coachs qui démarrent. Et donc, faire venir ces gens à la fois à un congrès, c'est une bonne chose, euh, mais leur donner l'accessibilité. Euh, et je trouve que 500-600 $, c'est quand même relativement élevé comme tarif pour un jeune coach. Et d'autant plus, je me parle de communauté, si justement on dit qu'il n'y a pas beaucoup je vais dire noir, je n'aime pas ce terme, mais bon, bref, je l'utiliserai puisque vous l'avez utilisé. Euh, ben peut-être aussi il y a une question de prix, et ça crée une barrière, comme a dit Cécile, une barrière invisible. Donc je pense qu'il faut aussi tenir compte de ça. Puis j'en profite d'avoir la parole pour dire qu'il faut faire attention aux généralisations. C'est pas parce qu'on compte deux, trois personnes dans une salle qu'il faut tout de suite se faire un jugement, une généralité. Donc, pour être un coach interculturel, j'ai travaillé dernièrement au Japon. C'est sûr que quand on rentre dans une salle et puis que vous avez 100 personnes qui sont des Japonais, que vous êtes tout seul étant un occidental, tout de suite, vous avez tous les regards se tournent vers vous. C'est sûr qu'on vit quelque chose. Mais comme disait Serge, et avec beaucoup de sagesse, il faut avoir le courage d'aller de l'avant à la rencontre de l'autre. Et sincèrement, j'ai vécu des merveilleuses expériences. Aller au-delà de cette barrière qu'on peut avoir, effectivement. Alors déjà, taire tous les préjugés qu'on peut avoir, les croyances. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux généralisations. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci pour l'intervention. Juste pour ajouter qu'on peut suivre également le congrès en ligne quand on ne peut pas se déplacer. Il y a un montant qui est associé à ça, mais la question effectivement financière peut se poser dans un métier qui reste relativement précaire. Cécile, je vais te donner la parole, mais on arrive dans la dernière. En fait, c'était un peu justement pour rebondir sur ce que disait Vas-y de façon laser. Jean-Pierre. En fait, je prends l'exemple d'un Africain, par exemple, qui vient nouvellement au Québec, qui est nouvel arrivant et qui s'intéresse au coaching, qui se forme au coaching et qui doit adhérer à ICF Québec. Mais le montant de l'adhésion d'ICF Québec, c'est plus que le salaire minimum
en Côte d'Ivoire. Donc, si lui, son référentiel, c'est le salaire minimum en Côte d'Ivoire, ben, c'est sûr que ça lui semble un prix, c'est impossible pour lui à sortir, surtout aussi dans le fait qu'il soit jeune dans la profession, etc. C'était pour donner un exemple concret. Merci. Je Alors, ne vais pas il y a- élaborer, je veux juste dire que cette question-là de l'accessibilité financière, elle est commune, fréquente, on l'entend, on n'a pas de solution encore, mais elle est entendue et on s'y penche à suivre. Alors, j'aime bien ce que Solène Ballet dit dans le chat. Nous sommes tous et chacun seuls dans une catégorie au moins. Alors, on est toujours la minorité ou la majorité de quelqu'un d'autre. De façon laser, enfin, au mieux que vous pouvez, si vous deviez proposer une action concrète hein, pour que ICF, les firmes ou les coachs qui pourraient appliquer dès demain, là, ce serait quoi? Qu'est-ce qu'on fait là? Parce on a discuté, on a posé le cadre, on a situé les responsabilités, mais qu'est-ce qu'on fait? À court terme, à moyen terme et à long terme. Moi, je peux peut-être y aller. Je pense qu'une des choses qui est essentielle, c'est de continuer à avoir des échanges comme ça. Pour moi, c'est la base d'avoir des espaces de sécurité où est-ce qu'on peut nommer, poser des questions, être curieux, puis donc vivement qu'il y ait un maximum d'événements où est-ce qu'on peut ouvrir sur la thématique, challenger nos propres billets, se remettre en question, puis voilà. Hmm. D'autant que les questions sont souvent plus importantes que les réponses. Le plus important, c'est de commencer la conversation et de la poursuivre. Merci, Corinne. Alors, je vais en désigner s'il n'y a pas de volontaire, hein. Serge, Je vais laisser Ralph intervenir et puis ensuite, parce qu'il a levé la main, et puis je vais il est intervenir généreux. après. Ralph, Bonjour tout le monde. En tant que jeune coach, je trouve cette discussion très enrichissante. Et pour répondre à ta question, Karim, c'est la suggestion que Maudelaine a faite en début de session que je trouve fantastique, puis qui est la réponse, je pense, à ta question, c'est on a une responsabilité à titre de personnes issues de la diversité, de peut-être avoir quelqu'un d'autre nous accompagner. Et je peux parler pour moi que quand je rentre dans une salle puis que je suis la seule personne issue de la diversité, mon deuxième réflexe, si je n'ai pas quelqu'un qui me ressemble, c'est trouver quelqu'un que je connais et de me greffer un petit peu à proximité de cette personne-là pour ensuite, ben, après ça, tu dégènes, puis ensuite, ça va un petit peu mieux. Donc, Maudelaine, je t'applaudis pour ce commentaire-là parce que je pense que ça, c'est quelque chose que tout le monde ici peut faire. ben merci beaucoup pour la contribution, d'autant que on a tous un fil conducteur, c'est notre humanité, au-delà de nos caractéristiques spécifiques. Merci beaucoup, Ralph, et au plaisir de te rencontrer. Moi, je Oui, pense pardon, vas-y, Serge. oui, en fait, je voulais juste rajouter rapidement, je pense que euh, le jumelage ou le parrainage est important, dépendamment de où est-ce qu'on se trouve. Euh, Un peu de ce que disait Ralph, c'est d'être capable d'accompagner les coachs qui commencent ou ont besoin d'étendre leur réseau à travers des gens qui l'ont déjà. En action concrète, c'est sûr que si on fait plusieurs types de stages ou autres, alors c'est important d'être exposé à des situations, à des entreprises, à des contextes qui permettent au coach d'être rassuré dans sa posture. Et moi, je crois beaucoup à ça parce que s'il y a quelque chose que je devrais faire de plus, ça serait là où je suis, c'est de me rapprocher un peu plus du Mans, c'est-à-dire en termes ICF et UMAS, je peux dire en termes de culture, qu'est-ce qu'on peut rapprocher comme initiative qui permettent en fait, à ICF de grandir, peut-être ça s'est fait dans le passé, peut-être pas suffisamment, et donc d'ouvrir cette plateforme-là pour qu'il y ait ces échanges-là, ces coachs qui se greffent là, puis qui concrètement, mais je dis bien concrètement, vont dans des situations qui leur permettent d'être si ce que tu veux, c'est d'être exposé à la grande entreprise et de passer de coaching personnel à beaucoup plus et avoir cette visibilité-là, où est-ce que tu dois aller? Ce qui revient au mentorat, et c'est quoi ta feuille de route comme coach? Et donc, je pense que pour revenir à notre devoir, c'est notre devoir
d'être impliqué, puis de rencontrer, puis de permettre au coach de faire ce chemin-là, si on est dans une posture qui permet de le faire. Et ça, ça prend deux personnes pour jouer. Il faut également que le coach passe au-delà de ses barrières pour jouer le jeu, puis aller vers là où il veut aller. Merci beaucoup, Serge. Cécile? Ben, pour continuer dans le sens, ben, une action concrète qui peut être faite dans les 3 mois, c'est peut-être monter un programme de mentorat pour des coachs issus de la diversité, donc avec des coachs ICF qui ont plus d'expérience, plus d'années, qui connaissent bien l'écosystème et qui permettent justement non seulement de les intégrer l'écosystème ICF, mais qui permet aussi de connaître aussi ou d'échanger par rapport à leur expertise. Moi, par exemple, là où je me dirais que ça a avancé, la question qu'on se pose souvent en coaching, qu'est-ce qui va faire qu'on va savoir que notre objectif a été atteint? C'est que on appelle Karim, on appelle, je ne sais, Chantal, on appelle Jenny Abou pour une expertise spécifique, peut-être en intelligence émotionnelle, en neurosciences, en leadership transformationnel sur des expertises bien spécifiques et pas seulement pour EDI. Là, je me dirais, OK, là, ça a avancé, il y a quelque chose qui bouge à ce niveau-là. De ne pas oublier... pardon, Madeleine. Oui, merci. Ben, je vais pas rebondir encore parce que Ralph l'avait mentionné. Merci, merci beaucoup, Ralph. Mais un élément concernant l'ICF, je pense que, il y a une campagne si je peux m'exprimer ainsi, de grande séduction. En ce sens que, tu sais, pour démontrer aussi, encore une fois, je le dis en toute humilité, je ne connaissais pas cette organisation. Puis, encore une fois, j'accompagne, puis je suis dans un écosystème. Donc, comment se fait-il que l'ICF n'est pas présent dans l'écosystème ou est-ce que les gens qui ont besoin justement de coaching sont dans les grands rassemblements? Donc, il y a cette réflexion, je pense, à avoir. Puis, pour qu'il y ait plus de gens qui adhèrent, ben, c'est le fameux What's in it for me? Parce que là, on a eu quelques points, mais de faire justement cette promotion, puis aussi de démystifier pour les autres, les organisations qui ont besoin de coach, mais de venir démystifier encore une fois le coaching parce que, en effet, dans certaines communautés, dans certains cercles, le coaching est encore mal vu. Donc, cette distinction, qu'est-ce que ça apporte quand on fait affaire avec un coach qui est certifié? Quelle est la plus-value? Pas quelle certitude, parce qu'il n'y a pas vraiment de certitude, mais qu'est-ce que ça va nous amener comme bénéfice? Donc, vraiment, là, la plus-value, je pense qu'elle est importante. Donc, la responsabilité, encore une fois, elle est bipartite, autant pour l'ICF que pour les coachs. Donc, je pense qu'il y a du travail à faire, puis de se donner aussi des objectifs, hein, parce qu'il y a les souhaits, mais là, il faut aller au-delà des souhaits, mais vraiment se donner des objectifs sans tomber dans le fameux checklist, parce que ça aussi, ça peut être un angle mort. Donc, c'est pas un checklist, le DI, c'est vraiment, il faut être intentionnel, il faut que ça fasse partie des valeurs, il faut qu'on puisse le ressentir, que c'est réel. Puis à ce moment-là, ça va être beaucoup plus facile aussi d'adhérer. Puis aller chercher des commandites, c'est possible. Tu sais, pour avoir l'accessibilité, les commandites, tu sais, ça peut se faire. Bon, je ne vais pas tout donner là, mais il y a des choses qui sont possibles. Voilà, c'est ce que je voulais dire en quelques Merci mots. beaucoup, Madeleine. Je retiens donc la responsabilité partagée. C'est quasiment une danse en ligne, pour ne pas dire une danse de deux. Abou, la scène Abou. Oui, bonjour. Merci Karim, merci pour cette belle activité, échange. Je pense, Madeleine, tu as lu dans mes pensées, tu m'as devancé dans l'enjeu de l'accessibilité et de démystifier le coaching un peu dans toutes les sphères de la vie, dans l'écosystème, que ce soit entrepreneurial, que ce soit de l'immigration, que ce soit les milieux de travail, etc. Donc, je pense qu'il y a des efforts à faire à ce niveau-là pour favoriser l'accessibilité, mais plutôt démontrer en fait en quoi le coaching peut être un levier de croissance personnelle d'abord, mais aussi de croissance économique, encore plus quand on déploie la diversité et l'inclusion comme véhicule et puis comme approche. J'ai eu l'occasion et la chance d'avoir collaboré avec ICF Québec grâce
à la contribution de Julie dans le comité de I, puis j'avais invité ICF à la journée entrepreneuriale de la diversité ethnoculturelle, où ils sont intervenus justement pour expliquer aux acteurs de l'écosystème et puis aux entrepreneurs aussi de la diversité, ben, c'est quoi le coaching et puis en quoi ça peut aider et l'écosystème et les entrepreneurs. C'est-à-dire que ICF, s'il y a un effort, puis peut-être un exercice à faire, c'est plutôt de sortir un peu de l'approche classique qu'on est là pour faire le coaching exécutif, aussi avec professionnel, etc., pour dire comment on peut déployer comme ces outils-là à un niveau, puis à des niveaux, je veux dire, diversifiés selon tu sais, les besoins. Tu sais, Dieu sait comment tout le monde a besoin de coaching et d'accompagnement, et puis encore démystifier en quoi le coaching, c'est pas le consulting, c'est pas le mentorat, et de prendre en considération qu'il y a des communautés que par l'histoire, la culture, c'est la tendance, plus le mentorat est prédominant que le coaching. C'est dans la passation de savoir, dans l'encadrement, etc. Donc, en résumé, comme tu sais, la diversité, c'est un fait, alors que l'inclusion, c'est des actes qui sont conscients. On apprend tous, on grandit tous, on veut tous amener la pratique de coaching à un niveau vraiment plus supérieur où il soit accessible. C'est un drôle de lapsus, hein? Supérieur pour qu'il soit accessible à tous. Mais vous comprenez un peu ce que j'essaie de dire, de démystifier puis de vraiment offrir, ne pas attendre à ce qu'on vienne le chercher selon, mais de dire on peut aussi vous offrir ça. Si ça n'existe pas, on peut le développer, mettre à contribution toutes les expertises qui sont autour de la table parce que le coaching, on le voit, il y a vraiment une brochette de gens experts et puis des gens qui sont très, très connaisseurs de différentes horizons culturels, professionnels. Et donc, c'est ensemble qu'on va plus loin, comme on dit en bon africain. Mhm. Donc, c'est ça que j'ai envie de partager. Merci. Merci beaucoup. Ça m'amène à faire un aveu d'ailleurs. Hier soir, je me suis dit, en fait, tous les coachs que j'ai invités, c'est des coachs exécutifs comme moi. C'est la preuve qu'on a toujours des angles morts. C'était un très beau panel, mais on n'a jamais fini justement de remettre en cause, de questionner et puis de prendre des décisions qui vont avec. Ceci. Oui, dernière chose, en fait, je voulais venir avec un exemple concret. Je pense que aussi, on a besoin en tant que coach de se positionner clairement en tant que fédération, en tant que coach. Un exemple que j'ai découvert en 2019, bon, il y a une femme de la communauté noire qui avait fait un post sur les réseaux sociaux par rapport justement au manque de représentativité de femmes noires dans le domaine, dans une liste qui avait été faite des 100 meilleurs entrepreneurs qui changent le monde au Québec. Et il n'y avait aucune noire qui figurait dans la liste. Donc, elle avait fait un positionnement vraiment assez audacieux sur les médias sociaux. Donc, l'organisme qui faisait cette liste l'a contacté et lui a demandé ben, de recruter des ambassadrices, etc. Et grâce à son action, son positionnement, eh ben, l'année d'après, il y avait 12 femmes issues de la diversité qui étaient représentées dans cette liste de 100 femmes entrepreneurs qui changent le monde. Donc, il y a ce positionnement à avoir. Et puis, la deuxième chose aussi que je trouve important, c'est vraiment démocratiser la formation au coaching interculturel. Euh, je sais on en parle souvent, Karine, tu dis, ben, en soi, le coaching, il est interculturel. Normalement, il ne devrait même pas avoir ce mot-là, mais je pense il y a encore des besoins, il y a des confusions au niveau des mots, équité, diversité, inclusion. On a l'impression qu'on connaît, mais on ne connaît pas. Et je pense que la question aussi des biais culturels revient souvent. Les coachs, et même autres que ceux de la diversité, ont besoin de se faire former sur le coaching interculturel ou sur la notion de leadership interculturel. Donc, je pense que ça serait intéressant d'amener des initiatives concrètes aux coachs de formation interculturelle dans la communauté et puis ailleurs. Voilà. Merci beaucoup, Cécile. Je vous l'avais promis hein, dès le départ, il est temps d'entendre maintenant une voix qui est singulière. C'est celle de Nadia Raphaël. Elle est coach et ex-directrice EDI à la SAC, qui est la Société des alcools du Québec. Je lui ai demandé de nous partager ce que le forum, la rencontre, l'aura inspiré.
Nadia, on a hâte de t'entendre. Parfait, ben merci Karim. Bonjour tout le monde. Donc, quand Karim m'a approché, c'était vraiment pour avoir mes réflexions personnelles, ce qui fait écho avec moi au sujet de ce qui a été dit à ce forum. Premièrement, je veux vous féliciter parce que ça demande du courage d'aborder ce genre de sujet qui est très pertinent. Et moi, je l'ai fait vraiment l'élément qui m'a... parce que je me suis inscrite avant que Karim ne me demande. Et ce qui m'avait interpellée, c'était vraiment la représentativité des communautés noires dans les activités, mais avec la lunette sur moi, à titre de coach, puis dire, mais qu'est-ce qui fait que je n'y suis pas ou je n'étais pas? Qu'est-ce qui fait que, puis comprenez bien que il y a des éléments qui peuvent être contextuels, qui font en sorte que on n'ait pas pu participer au dernier congrès, mais quand Karim dit qu'il était le seul, qu'est-ce qui fait, comment on peut euh, s'auto-analyser? On est dans une profession où euh, la responsabilisation et la prise de conscience sont importantes. Donc, c'est vraiment avec cette posture que je suis venue aujourd'hui, puis de mettre la lunette sur moi. C'est sûr que les raisons sont multifactorielles. C'est un écosystème, il y a une co-responsabilité, les communications, oui, mais il faut aussi qu'on retrouve dans la réalité ce qu'on dit, ce qu'on va faire, ce qu'on voit en images, les programmes de mentorat et tout. Mais moi, ce qui ressort beaucoup, c'est la dualité. La dualité entre un élément plus rationnel, c'est-à-dire ce qui nous rassemble dans un congrès, c'est l'expertise, mais c'est de voir à quel point l'identité est importante aussi. C'est ressorti à plusieurs reprises d'être le seul, la seule. Je l'ai vécu aussi, puis parfois ça peut être lourd de le faire dans les différentes facettes de nos vies, et c'est ce qui peut à un moment peut-être expliquer que ça soit un frein en tant que tel. Mais c'est de ce puis ça a été mentionné notamment par Serge, le fait de revenir au rationnel, à l'expertise, à ce qui nous rejoint, ce qui nous rassemble. Mais ce questionnement puis cette prise de conscience pour incarner ce qu'on accompagne nos clients à faire en prenant conscience, en se responsabilisant, c'est dire, mais comment je peux être plus présent? Comment je peux inciter mes collègues à y être également plus à titre de membre d'une communauté noire. Donc, les données aussi, je pense que les données sont importantes. On le voit dans des ordres professionnels, on va avoir des statistiques pour raconter l'histoire, oui, d'un coup d'œil. Puis aujourd'hui, la conversation, elle était principalement sur les communautés noires, mais la diversité, elle est beaucoup plus large. Mais pour voir l'évolution, pour voir comment les, euh, les, les, les initiatives qu'on met en action, est-ce qu'elles portent fruit? Je pense que les données sont aussi importantes. Donc, oui, pour cette première conversation, j'espère que ce n'est qu'une première parce que il y a plusieurs sujets qu'on a abordés, mais qui vaudraient la peine d'être exploités, explorés de façon en profondeur. Et oui, je pense que c'est un engagement aussi que nous devons prendre, d'être plus présents, de s'encourager pour assister aux activités, aux différentes initiatives et activités. Donc, c'est un peu, sans vouloir reprendre tous les commentaires extrêmement précieux, intéressants qui ont été amenés, c'est vraiment ce avec quoi je repars. Merci beaucoup, Nadia. Merci beaucoup pour cette intervention. J'ai une requête à faire à chacun de vous, à chacun des participants. Et c'est l'engagement. Quel engagement vous prenez pour faire avancer la discussion, mais pour faire avancer les actions qui vont donner justement une vision plus inclusive de du coaching au Québec. Donc, je voudrais que chacun parte avec cette question et que se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il fait concrètement. L'objectif aujourd'hui, c'était pas d'expurger ou du moins d'avoir toutes les réponses, mais c'est de poser les bonnes questions. J'espère qu'avec le panel, les questions étaient à la mesure de l'importance du sujet. Le panel était constitué de Cécile Ancarin, qui est coach et une pionnière du leadership Ubuntu. Merci, Cécile. De Serge Ekedi, leader national chez Humans.
Corinne Chrétien, initiatrice du mouvement Coach en Marche. Madeleine Myrtire, donc PDG du groupe 3737. Julie, donc co-responsable du comité EDI d'ICF Québec, dont j'ai le plaisir et l'honneur de faire partie aussi. Merci à tous, merci pour l'implication qui a permis justement à ces échanges d'avoir lieu. Je suis très ému parce que on vient de très très loin et puis ça a été un beau parcours qui se termine mais qui commence en réalité parce que je souhaite que la discussion se poursuit. Donc, merci, bonne fin de journée. Je suis très, très fier. On a fini dans le temps. On a respecté les engagements des uns et des autres pour la suite des choses. Et au plaisir de vous revoir sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, enfin, dans l'autre vie. On a un Merci à sondage tous. dans le chat avant de Oui. partir. On veut vous entendre sur l'expérience Merci, vécue. merci. Et Merci. merci à Merci, Chantal ok. aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci, Karim. Alors, À vous. bon après-midi à vous tous. Plaisir. Le lien du sondage est dans le chat. Brenda, tu es partie? Oui,